Rebonjour. Suite de la lecture du livre du conte, comment dire, cinquième conte, il était une fois à l'Évaël, que j'ai commencé hier après-midi. Et désolée pour la coupure, voilà, ça c'est lié à la technique un peu défaillante que je ne maîtrise pas beaucoup. Avant de reprendre cette lecture, je vous signale que ce conte a été lu dans une conférence en 2014 à Alternatiba à Lille, parce que je trouvais cela tout à fait d'à propos dans ce qui était proposé par Alternatiba à cette époque-là. Et c'était donc le samedi et le dimanche, j'avais organisé un atelier méditation sur coussin, en assise et en dansant. Voilà, place de la République. Voilà, c'était juste une information. Donc je poursuis en précisant qu'en début de chaque partie, puisque ce conte a 8 parties, il y a un certain nombre de prises de conscience. La première qui était faite dans la seconde partie, Home, la partie Home, un changement radical à faire sur cette terre, et qui avait été suggéré à mon être par l'avatar Sri Satya Sai Baba en 1998. Donc ça fait déjà 22 ans. Ensuite, la prise de conscience d'un univers encore inexploré par moi, que je n'ai pas nommé dans le conte, mais cet univers, c'était déjà le monde galactique, pour lequel je vibrais tout à fait à mon insu, dans le Grand Canyon, la deuxième partie. Dans la troisième partie, la prise de conscience de l'amour universel, dans cette partie que j'avais appelée Grand Canyon, et pour cause. Dans la quatrième partie, le toucher, c'est la prise de conscience du monde archangélique, avec l'archange Michael, et prise de conscience des rêves éveillés, de vision. Dans la cinquième partie, le son, prise de conscience des bienfaits des civilisations orientales de l'Inde, le Tibet, par le pouvoir bénéfique des mantras et des verbes sacrés. Donc c'était déjà, je ne les ai pas nommés non plus, mais c'était des êtres de lumière qui apportaient ces connaissances. Dans la sixième partie, c'est le troisième œil, prise de conscience de l'apport spirituel puissant de l'un de ces courants, le shivaïsme tantrique cachemérien, l'unité du masculin-féminin, l'androgénéité de l'être humain, et donc l'unité et la non-dualité, l'unité, non-dualité de l'être à percevoir. Prise de conscience qui avait déjà été faite vers moi par Sri Satya Sai Baba en 1998. Dans la septième partie, c'est la prise de conscience de la méditation guérissante de cette voie, dans le quotidien et dans la matière. Et dans la huitième partie, la prise de conscience, nécessité d'être ouvert à la méditation, si cela vous parle, pour l'accueil de la lumière, qui pouvait sembler urgente, étant donné que les temps changeaient, semblaient s'obscurcir, et on y est cette fois. Donc il s'agissait de vibrations, de messages de lumière à transmettre. Voilà, donc je vous laisse la surprise de la conclusion, et je reprends mon récit à la fin de la seconde partie Home, qui avait été coupée, et donc c'était un maître de l'Inde de New Delhi qui m'enseignerait le Hatha Yoga. Et une forme de méditation sévère, mais bénéfique à l'époque, pendant 5 ans. Le Grand Canyon, troisième partie. Quelques années après, alors que son fils avait 13 ans, elle lui offrit un grand voyage à son tour. Et elle lui proposa de choisir le pays qui l'attirait. C'est les États-Unis qu'il choisit, avec entre autres grandes villes américaines à ne pas manquer, Los Angeles, qui signifie les anges, et avec comme autre grande étape du voyage, le Grand Canyon, qu'il souhaita lui faire découvrir, lui, sorte d'ange gardien étonnant dans sa vie à elle, ayant peut-être joué, dans sa vie précédente ou dans l'une des autres précédentes, un autre rôle, un autre lien, un oncle, un grand frère, une sœur, une mère, qui sait.
lui qui deviendrait plus tard, à l'âge adulte, un personnage clé d'un clan de créatures inédites. Dans le monde où évoluait la jeune femme, elle lui avait appris, dès son plus jeune âge, l'histoire de la vie qui continue quand le corps quitte la terre. Elle savait qu'il n'y prêtait guère attention, ce n'était pas de son âge, mais il avait été élevé aussi dans la clarté des choses de la vie, l'authenticité, qui offrait aux parents du garçon la possibilité d'un échange sincère sur ce qui est essentiel. En tout cas, elle prenait grand intérêt et grand plaisir à partager avec lui dans sa voie imaginaire créée par lui. Quelle magnifique émotion la jeune femme ressentit, dès la première minute, quand ils aperçurent au loin les rocheuses majestueuses, aux stries ocre jaune, émotion qui la faisait vibrer intérieurement, comme si elle était déjà venue dans cet espace, et comme si des souvenirs douloureux d'une autre vie, qui encombraient sa mémoire, s'effaçaient mystérieusement, disparaissaient par quelque sortilège bénéfique. Cette émotion étrange remontait. Quel bonheur au moment de descendre la voie caillouteuse, les emmenant tous deux dans les entrailles de la terre amérindienne. D'immenses cheminées de fées, sculptées naturellement dans la nature, dévoilant des stalagmites jaunes d'or et orangés, debout, qui constituaient un univers enchanté depuis des milliers et des milliards d'années. Quel grand frisson ils ressentirent tous deux aussi, quand ils se déplacèrent dans le ciel, dans une sorte d'oiseau qui volait grâce à ses grandes ailes qui tournaient sur elles-mêmes, curieusement entraînées par une prodigieuse force circulaire, un vortex d'énergie puissant, une spirale magique qui soulevait l'oiseau vers des sphères vivables pour lui. Quel frissonnement voluptueux quand ils surplombèrent ce paysage royal, offert de nouveau par Dame Nature. Elle se sentit si petite à cet instant, dans ce paysage géant, mais en même temps, en quelque sorte, unie à ce nouvel élément, l'éther, qu'elle explorait pour la troisième fois, au cœur d'oiseaux similaires. Frisson qui semblait s'élever à l'intérieur d'elle-même, et l'élever, elle, vers des sphères supérieures. C'était comme si une lumière étrange était entrée dans son corps, dans son être. Ils vécurent ce moment magique, transportés encore plus haut, grâce à une musique impressionnante transmise à l'intérieur de ce drôle d'oiseau. Espace grandiose, vibration enchanteresse, autant au niveau du lieu qu'au niveau du temps, suspendu comme par magie. C'est une perle ovale jaune qui apparut à sa conscience, après les deux perles rouges et oranges, sorte de rêve éveillé, envoyé peut-être par quelque chaman amérindien. La petite fée, en tout cas, qui se multipliait étrangement en une troisième couleur, par un sort bénéfique, l'emmenait de plus en plus dans un royaume qui la passionnait. L'image disparut, comme elle était venue. Ce jour-là, elle sut qu'elle avait été initiée de nouveau par Dame Nature, qui lui proposait de méditer en dépassant des émotions d'une autre vie, de les transcender, de les laisser s'élever vers le cosmos, l'alchimie divine opérant la transmutation d'anciennes mémoires encombrantes, naturellement. À moins que cette émotion si lointaine venait d'ailleurs, d'un univers encore inexploré par elle. Le toucher. Et puis, à la même période commencée juste avant ce voyage, elle rencontra deux personnages fantastiques dans son univers.
L'un, une sorte de moine à la barbe évocatrice d'une sagesse orientale, leur apprit à elle et à quelques autres personnes à masser selon une des transitions ancestrales pour le bien-être, massage au cours de laquelle elle éprouva la toute première fois à son insu une vive émotion de bonheur, un éclair d'une vie passée sans doute chez les Tibétains. Et l'autre personnage, ressemblant à l'un des lamas de la lignée des Rinpoché, l'initia au toucher énergétique par imposition des mains lors de 2 initiations. Pendant le toucher corporel des massages, elle découvrit la présence de centres énergétiques dans son corps, grâce au savoir-faire de l'homme à la barbe sage. Elle reconnut ainsi, pendant le massage, des sensations qu'elle connaissait, comme du bien-être dans son ventre quand elle était heureuse, ou l'impression d'avoir un poids lourd dans son estomac quand quelque chose l'inquiétait, ou bien avoir la gorge serrée quand elle n'osait pas dire à quelqu'un ce qu'elle pensait réellement, ou encore sentir dans le creux entre les 2 yeux quelque chose qui la chatouillait quand elle avait une intuition, une belle idée à réaliser. L'homme à la barbe sage appelait ça des chakras, ces endroits dans son corps où il se passait des choses, dans l'énergie, disait-il. À propos d'énergie, quelqu'un, un druide natif comme elle de la belle région aux petites collines boisées du nord de son pays, lui avait révélé à l'époque où elle partit en Grèce, 7 ans avant cette période-ci, un secret. Tout est énergie, tout vibre, même les objets. Dame, l'énergie existait, vibrait. De la même manière, dans une chaise ou une table, un rocher ou un arbre, que dans le corps de l'être humain lui-même. Il s'agissait de l'énergie unique, à l'intérieur de l'être, comme dans tout ce qui existe à l'extérieur. L'énergie de lumière, l'énergie à découvrir dans l'amour avec un grand A. Pour le toucher énergétique du personnage ressemblant à un lama tibétain, toucher qui circulait aussi par le corps, tout en touchant en même temps l'esprit, le cœur et l'âme, coup de baguette magique posé délicatement par lui sur ce qu'il appelait lui aussi les chakras, elle se déplaçait régulièrement dans une magnifique région boisée de l'autre côté de la frontière de son univers. Elle adorait ces voyages éclairs où elle faisait galoper son cheval, seule, passionnée à l'avance de ce qu'elle allait vivre dans l'énergie chez ce maître, avec d'autres personnes, initiées en même temps qu'elle au toucher énergétique des mains. Et elle revenait plus lentement, en trottinant, quelquefois en pleine nuit. Elle aimait rentrer chez elle, même tard ou au petit matin. Elle était transportée par l'humble charisme de ce maître, lama. Et chose très étrange, il parlait lui aussi des chakras, comme l'homme à la barbe sage, chakras qu'il harmonisait lui aussi dans le corps par le toucher des mains. L'effet ressenti par la jeune femme, quand elle recevait ce toucher énergétique, marquait profondément sa peau, son corps, jusqu'à l'intérieur des cellules et des couches les plus profondes, mais clarifiait en même temps ses pensées préoccupantes ou ses soucis, caressait agréablement toutes les sortes d'émotions, quelles qu'elles soient, et surtout lui ouvrait un nouveau chemin méconnu à l'intérieur d'elle-même, une sorte de pays inconnu, de terre vierge qu'elle considérait avec respect, sa propre nature profonde, à l'intérieur, qui l'amenait vers un univers de sérénité,
même de béatitude. Elle percevait pour la première fois de sa vie une énergie étonnante, douce et puissante en même temps, qui lui révélait une nouvelle forme d'amour, pour elle-même d'abord, mais surtout aussi à faire circuler à l'autre, aux autres, une forme d'amour qui semblait dépasser l'amour pour un homme, une femme ou pour un fils, tout en maintenant dans son cœur ces autres formes d'amour humaines irremplaçables. C'est aussi dans cette pratique-là qu'elle reçut une troisième initiation par l'un de ses 3 maîtres, sorte de magicien de l'énergie, dont le regard ressemblait étrangement au fondateur japonais de cet art. Elle fut initiée donc à la méditation du Japon, un beau voyage intérieur profond, qu'elle devrait travailler quelques années dans le quotidien, selon sa propre vérité à elle, la sienne, avant de vouloir devenir maître guérisseuse. À cette époque, elle voulut aussi approfondir un 3e savoir, celui de guérisseuse, qui lui venait d'une autre vie, ce qui l'a fait voyager souvent dans la plus grande ville de son pays, et dans une autre petite ville toute proche de son pays, au nord-est. Les 3 cadeaux qu'elle avait reçus, elle les redistribuait tout de suite en guérissant ou en apportant du bien-être corporel à d'autres personnes. Elle était interpellée au plus profond d'elle-même par cette nouvelle triple voie dans sa vie, qu'elle ferait sienne, la guérison, de 3 façons différentes et toujours par les chakras, dons et cadeaux réels que des maîtres enchanteurs et petites fées transmettaient ici ou là dans le monde. C'est une perle ovale verte qu'elle voyait alors dans le petit coffre, au moment fort de ces 3 apprentissages. Et elle comprit le sens à donner à cette 4e perle. C'était de l'amour. Sa petite fée s'était déjà multipliée 4 fois, en 4 couleurs extraordinaires, comme un don d'amour. Lors de ces événements-là, la jeune femme sut qu'elle était initiée par le massage et le toucher divin à la méditation de l'amour. Pas de l'amour égoïste à garder pour soi, non. C'était ce qu'elle appelait tout de suite à l'époque, il y a une 15aine d'années, l'amour universel, à communiquer, à transmettre, un trésor à partager. Cela devenait pour elle son rôle, sa tâche sur cette terre. Cela devint vite pour elle une sorte de mission qu'elle commençait à dispenser avec le plus d'humilité possible, dans son espace de nature mystérieux, verdoyant. Leçon. La jeune femme voyageait donc au fil des années dans des paysages méditatifs, c'est-à-dire la faisant baigner dans des univers qu'elle découvrait presque sacrés, en tout cas énergétiques. Elle palpait l'énergie du bout de ses doigts, sur toutes les pores de la peau de ses mains, tous ces cadeaux reçus, donnés avec amour, et aussi, chose importante, complétés par la voix des mots, la voix écrite, qui est le domaine du verbe, des sons, de la vibration. C'est lors de son tout premier voyage en Grèce qu'elle avait commencé à écrire de la poésie. Cet art se poursuivait, évoluait, se transformait au fur et à mesure de son propre voyage intérieur. C'est également dans cette magnifique île grecque de Lesbos qu'un être important avait fait son apparition dans sa vie, comme par magie. Un archange, l'archange Michael, qui portait le nom de Saint Georges pour les Grecs, ou Saint Michel, peu importe le prénom ou la vraie légende. C'est l'histoire des anges, des archanges, qui évoluent tellement dans une énergie subtile, éthérée,
qui ne s'explique pas, qui s'imagine. C'est un être important qu'elle a rencontré dans les nombreuses petites chapelles blanches lors de sa journée initiatique seule. Ange, archange, qu'elle avait eu la grâce de retrouver peu de temps après, au plus près, à la mer, tout en haut d'un château splendide que la marée encerclait puis libérait régulièrement. Un être qu'elle avait eu la grâce de retrouver, haut, très haut, le plus haut possible, à quelques mètres près de sa statue, grâce aux clés de ce royaume archangélique, une merveille que possédait un magicien qui était un de ses amis. Elle avait touché cette fois-là une autre dimension sacrée, colorée d'une telle lumière intérieure qu'elle avait toujours gardée en elle comme un joyau, en pressentant l'amalgame à ne pas faire avec la religion. Cette dimension divine se manifestait aussi par le son, la musique, le chant, les mantras, sa voix de communication et de purification du 5e chakra, celui de la gorge. Voix qu'elle utilisait déjà auprès de personnes, dans des réunions particulières, des rituels, des sortes de cérémonies où elle enseignait ce qu'on lui avait appris par ailleurs, après un temps de maturation plus ou moins long. Tout dépendait quel sortilège d'amour elle avait reçu, par qui, par quel fait ou quel maître enchanteur. La toute première fois où elle chanta les mantras entendus en Inde et au Tibet, et plus tard, à chaque fois, pour les chants amérindiens, ou les chants hébraïques, ou d'autres hymnes méditatifs de son propre pays, lors de ses propres rituels méditation. À chaque fois, la vision du coffre lui revenait